Et si la vraie question n'était pas qui dirige le Bénin, mais à qui appartient vraiment son destin? Au peuple béninois ou à ses maîtres venus d'ailleurs? Ce qui se joue aujourd'hui à Cotonou, ce n'est plus seulement une crise de pouvoir, mais le réveil d'un peuple qui refuse d'être sacrifié sur l'autel des intérêts étrangers. Selon le président Patrice Talon, la tentative de coup d'État aurait échoué. Il s'est affiché à la télévision, rassurant la nation. Le gouvernement contrôle la situation et les putschistes sont arrêtés. Mais en face, Hans Satal Bresson, en face, le colonel Pascal Tigri affirme tout le contraire. La prise de pouvoir par l'armée est, selon lui, un succès. Les soldats du comité militaire pour la refondation déclarent haut et fort qu'ils sont libres, debout, et qu'ils poursuivent leur combat pour le salut du Bénin. Deux réalités parallèles s'affrontent, et la vérité semble glisser entre les doigts de tous. D'un côté, le régime en place qui jure maîtriser les événements. De l'autre, une armée insurrectionnelle qui clame sa victoire, portée par le refus de la soumission et l'appel à la dignité. Pour Tigri et ses hommes, il ne s'agit pas de simple ambition politique. Leur révolte est celle de soldats épuisés, humiliés et sacrifiés. Ils dénoncent l'abandon de l'armée, la honte d'obéir à des intérêts étrangers, la perte de justice et d'honneur. Pour eux, le combat est existentiel. Retrouver la dignité, la justice et surtout arracher le contrôle des ressources du pays aux mains étrangères. Ce qui est en jeu va bien au-delà des uniformes et des discours. À perdre, il y a la souveraineté du Bénin, la vie de ses soldats, la maîtrise de ses richesses, la confiance du peuple. Mais à gagner, il y a la liberté, le respect et la possibilité, enfin, de décider de son propre avenir. Alors sommes-nous témoins d'une simple lutte de pouvoir, ou est-ce le prélude d'une révolution profonde qui pourrait transformer non seulement le Bénin, mais toute l'Afrique de l'Ouest? Pour comprendre comment cette tension extrême a pu naître, revenons sur les événements clés qui ont préparé le terrain à cette confrontation inédite. Hier encore, le Bénin semblait stable. Aujourd'hui, tout vacille. Dans la nuit, le président Patrice Talon s'est empressé de déclarer à la télévision que la tentative de coup d'État avait échoué. Selon lui, les auteurs du putsch sont déjà arrêtés, la situation est sous contrôle et il appelle la population au calme, affirmant qu'il reste le seul et unique président. Mais à l'autre bout du pays, le colonel Pascal Tigri et le comité militaire de refondation prennent la parole. Non seulement ils naient leur arrestation, mais ils affirment haut et fort que leur action est un succès. Pour eux, le temps est venu de reprendre en main la destinée du Bénin, face à un pouvoir politique jugé indifférent aux souffrances de ses soldats. Dans les rues, la tension est palpable. Deux voix, deux vérités s'affrontent. Entre les annonces du gouvernement et les démentis des militaires, personne ne sait à qui faire confiance. La population se retrouve littéralement prise en otage par l'incertitude, partagée entre peur et colère. En quelques heures, la crise prend une dimension internationale. Paris et Abuja interviennent aussitôt pour soutenir Talon. La France, fidèle à son rôle d'allié officiel, dépêche immédiatement troupes et avions. Le Nigeria, géant voisin, se joint à elle pour empêcher toute remise en cause du pouvoir établi. Cette mobilisation rapide révèle l'ampleur des enjeux cachés sous la surface. Pourquoi un tel affrontement? L'armée accuse le régime actuel d'avoir abandonné le nord du pays, devenu un champ de bataille où les soldats tombent chaque jour sous les attaques terroristes. Les militaires dénoncent l'incapacité du pouvoir à protéger leur vie, tandis que les ressources du pays, or et lithium en tête, semblent mieux gardées que les frontières. Dans ce climat de confusion totale, le Bénin vacille. Les institutions apparaissent fragiles, la méfiance s'installe à tous les niveaux. Le risque d'une guerre civile n'a jamais semblé aussi réel, et la confiance du peuple s'effrite devant l'évidence d'un système prêt à sacrifier ses propres fils. Mais cette confusion n'est que la surface d'une fracture bien plus profonde, qui oppose deux visions irréconciliables du Bénin et de son avenir. Pourquoi chaque jour, des soldats africains meurent-ils, abandonnés par leur propre État? Au nord du Bénin, la réalité était terrible. Cette région est devenue un champ de bataille livré à l'insécurité. Des groupes terroristes y mènent des attaques répétées face à des troupes nationales sous-équipées, presque désarmées, envoyées au front sans munitions suffisantes ni protection moderne. Comment lutter quand les adversaires disposent d'armes sophistiquées et que la seule réponse de l'État est le silence et l'oubli? La France, présentée comme alliée, occupe le territoire avec ses soldats et ses conseillers, mais ses priorités sont ailleurs. Au lieu de défendre le peuple béninois, elle concentre ses moyens sur la protection des mines d'or, des concessions minières et des contrats hérités de la colonisation. Les soldats béninois, eux, sont sacrifiés.
Leur vie valent moins que l'or ou le lithium extrait du sol national. Derrière chaque patrouille perdue, chaque soldat tombé se cache une décision prise non pour la sécurité du pays, mais pour servir des intérêts étrangers. Pire encore, les familles de ces combattants sont abandonnées. Aucune indemnisation, aucune reconnaissance réelle. Leur sacrifice n'est ni honoré, ni même mentionné dans les discours officiels. Tout se passe comme si la mort de ces soldats était une variable d'ajustement, un simple dommage collatéral dans un système qui privilégie les profits étrangers à la dignité nationale. Le comble de l'humiliation ? L'armée nationale reçoit ses ordres non du chef suprême béninois, mais d'entreprises minières étrangères. Ce sont les exploitants d'or qui dictent où et quand les troupes doivent se déplacer, décidant qui protéger ou installer les garnisons. L'autorité militaire nationale est ainsi piétinée, réduite à l'état d'exécutant pour des compagnies étrangères. Le résultat, une armée nationale privée de souveraineté, transformée en force de sécurité privée pour des intérêts extérieurs, pendant que ses propres enfants meurent au combat. Ce scandale éclate au grand jour lorsque le président lui-même, au lendemain de la tentative de coup d'État, est contraint de s'exprimer non sur la chaîne nationale, mais sur une télévision privée. Pourquoi ? Parce que le pouvoir officiel ne contrôle même plus l'appareil d'État. L'image du chef de l'État coupé de ses propres institutions illustre la perte de contrôle, la crise de légitimité profonde que traverse le régime. À quoi tout cela mène-t-il ? Si rien ne change, le Bénin risque de perdre bien plus que des vies. Il y va de l'honneur de la nation, de la dignité de ses soldats et même de son âme. Laisser perdurer cette situation, c'est accepter d'être un pion de l'histoire, plutôt que de devenir enfin acteur de son propre destin. Mais dans ce système verrouillé, des voix s'élèvent et des résistances s'organisent. Quel chemin reste ouvert pour restaurer la justice et la souveraineté ? Ce qui se joue au Bénin, c'est peut-être bien plus que le destin d'un seul pays. C'est l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest qui se décide sous nos yeux. Les récentes interventions armées de la France et du Nigeria l'ont prouvé, il ne s'agit pas seulement de défendre un gouvernement menacé, mais de protéger des intérêts stratégiques étrangers. Dès les premières heures, des soldats étrangers ont débarqué pour sauver le régime, preuve que la souveraineté du Bénin ne pèse pas lourd face à l'or ou au lithium qui partent en chaque jour. La CEDEAO, quant à elle, tente de jouer les médiateurs, mais son silence et sa passivité lui valaient des accusations de complicité avec un système hérité de la colonisation. Beaucoup voient en elle un simple relais des puissances étrangères, bien loin de l'idéal panafricain affiché. Mais un nouveau souffle parcourt la région. Inspirés par les révolutions du Sahel, de jeunes officiers et des armées patriotes réclament la fin de l'humiliation et une deuxième indépendance. Partout, des voix s'élèvent pour dire non au pillage, non à la soumission, oui à la dignité retrouvée. Ce climat d'insurrection n'est plus limité aux frontières du Bénin. Un risque réel de contagion plane sur toute l'Afrique de l'Ouest. Le feu de la deuxième indépendance pourrait bien embraser les pays où les populations étouffent sous la tutelle de l'étranger. Face à cette lame de fond, les régimes considérés comme pantins n'ont plus que deux choix: entendre la colère, se réformer en profondeur ou s'effondrer. Pour eux, l'ultimatum est clair et sans appel. Le pouvoir qui ne tient que par la force étrangère perd peu à peu toute légitimité auprès de son peuple. Quand la peur remplace la confiance et que la fierté nationale s'éteint, aucune armée étrangère ne peut durablement protéger un régime déjà condamné dans le cœur de ses propres citoyens. Le sort d'une génération se joue ici, mais aussi une chance historique de sortir du cycle infernal de la dépendance et de la soumission. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins, subir ou se relever. Reste à savoir comment cette crise peut devenir un déclic pour un véritable changement. Quelles leçons et quelles actions concrètes peuvent désormais naître de cette épreuve, au-delà de la révolte que réclament vraiment les soldats et le peuple du Bénin. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou d'argent, mais un cri profond pour la dignité, la justice et la souveraineté. Au cœur de cette crise, une exigence simple, que la vie des soldats ait enfin plus de valeur que l'or ou le lithium extrait de leur sol. Les revendications sont claires. Les soldats veulent des équipements adaptés à la réalité du front, non pas des armes obsolètes face à des terroristes lourdement armés. Ils exigent des soins dignes, une assurance vie et une reconnaissance concrète pour les familles des soldats tombés, trop souvent abandonnés à leur sort. Pour eux, combattre ne doit plus signifier mourir dans l'anonymat, sacrifier pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la nation. Mais la colère va bien au-delà du champ de bataille. Les militaires et la population réclament l'expulsion immédiate des troupes et sociétés étrangères qui dictent la politique nationale depuis trop longtemps.
Les ordres venus de Paris ou d'ailleurs, qui placent la protection des mines au-dessus de celle des citoyens, sont devenus insupportables. La souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert et se défend. Pour garantir une sécurité réelle et durable, une adhésion pleine et entière à l'Alliance du Sahel et au bloc régional est désormais indispensable. Seul un effort collectif entre peuples frères pourra briser l'isolement et repousser la logique des protecteurs étrangers dont la seule priorité reste le pillage. Face à la crise, certains proposent donc des pots de vin ou des mesures cosmétiques de dernière minute. Mais les soldats comme le peuple refusent désormais de se laisser racheter. Ce n'est pas une question d'indemnité ponctuelle, c'est une question de respect, de dignité, de souveraineté retrouvée. Accepter l'aumône, c'est accepter de rester vassal. Le véritable appel de cette révolution n'est pas dicté par la haine, mais par l'amour du Bénin et l'exigence de justice pour tous. Les militaires ne cherchent pas la vengeance, mais un changement structurel, profond, qui rendra aux institutions leur sens et leur mission, protéger les vies, pas les intérêts étrangers. Le risque est immense. Rater cette opportunité, c'est entériner l'injustice, c'est condamner les générations futures à l'humiliation et à la dépendance. Mais saisir ce moment, c'est ouvrir la voie à la renaissance africaine, à une nation debout, maîtresse de son destin et respectée de tous. Dans ce contexte explosif, la question n'est plus seulement de savoir qui gouverne, mais comment chaque citoyen peut agir ou s'engager. Que pouvons-nous faire, en tant qu'observateurs ou acteurs, pour ne pas laisser passer ce moment historique ? Le vrai combat commence quand les projecteurs s'éteignent. Lorsque le tumulte de l'actualité faiblit, c'est à chaque citoyen, à chaque génération de décider. Va-t-on laisser s'installer la résignation ou choisir l'engagement ? Car ignorer cette crise, c'est accepter que demain, les mêmes drames se répètent ailleurs, sur d'autres terres africaines, avec les mêmes conséquences dévastatrices. La tentative de coup d'État au Bénin dépasse le simple choc politique. Elle révèle une faille dans notre façon de voir le pouvoir, la dignité et la souveraineté. À force de détourner le regard, on laisse s'effondrer les piliers d'une nation juste, où la vie de chaque soldat, chaque citoyen, compte réellement. La vraie urgence n'est plus seulement de commenter la crise, mais de comprendre ce qui la nourrit. Dénoncer l'ingérence étrangère, c'est bien. Mais bâtir une vigilance collective, c'est mieux. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, mais de refuser que la vie des Béninois, et plus largement celle des Africains, soit sacrifiée sur l'autel de l'or, du lithium ou de la rente éphémère. Devant cette fracture, le silence n'est plus une option. La dignité des soldats, la souveraineté du peuple, le contrôle des richesses nationales, tout se joue maintenant. Chacun d'entre nous, à son échelle, a un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en s'informant, en débattant ou en refusant d'accepter l'inacceptable. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas besoin de héros isolés ou de slogans. Elle a besoin de citoyens lucides, capables de veiller sur la vérité, de défendre ceux qui servent et protègent, et de refuser que l'histoire ne soit écrite que par les plus puissants. Comprendre et agir, c'est déjà participer à la construction d'une Afrique souveraine, respectée et digne.